qu'est-ce qui permet à notre organisme de récupérer, que ce soit sur le plan physique ou mental, et d'améliorer notre concentration, notre attention, notre mémorisation et même notre orientation, et ce, tout en préservant notre énergie. Vous l'avez sûrement compris d'après le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du sommeil. Je suis Isa, prof de yoga et ergothérapeute, et sur ma chaîne YouTube, je propose des séances de yoga faciles à caser dans un quotidien chargé et aussi des vidéos qui abordent la santé d'un point de vue holistique et nuancé. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'importance du sommeil et l'importance de bien dormir. Mais avant de rentrer dans les bonnes pratiques, dans les bonnes routines de sommeil, j'avais envie qu'on fasse un point sur ce qu'est le sommeil, un peu mieux le comprendre. Toutefois, si vous avez envie de directement plonger dans la pratique, grâce au chapitre, vous pouvez naviguer sur la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus. L'INSERM explique que le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il est caractérisé donc par une perte de vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive. Ce sommeil, il est encore composé de plusieurs cycles. Si on doit schématiser, le sommeil va comporter entre 3 et 6 cycles qui vont durer chacun entre 60 et 120 minutes. C'est des choses qui sont très variables suivant les individus. Et chaque cycle va être caractérisé par la présence de deux phases, une phase de sommeil lent et une phase de sommeil paradoxal. Alors dans notre sommeil lent, on va avoir phases. La phase qui va représenter à la phase un petit peu de transition entre l'éveil et le sommeil. Ensuite, il y a une phase de sommeil léger, le sommeil lent léger. Et enfin, la phase de sommeil lent profond. Dans cette phase de sommeil lent, la consommation en oxygène est réduite et donc l'activité cérébrale est elle aussi réduite. Par rapport au tonus musculaire, il est encore un petit peu présent. Parfois, s'il y a des épisodes de somnambulisme, ils vont arriver dans cette phase. On a l'autre phase, la phase de sommeil paradoxal. Peut-être que sur les ouvrages anglais, vous avez déjà entendu parler de la phase REM, Rapid Eye Movement, parce que durant cette phase, les paupières sont fermées, mais on a encore du tonus au niveau des muscles oculomoteurs qui font un petit peu bouger les yeux. On a aussi du tonus au niveau du diaphragme. Le diaphragme continue de nous permettre de respirer. Le cœur continue aussi de travailler. Eux ne se reposent jamais. Mais sinon, le corps est totalement au repos. Tout est détendu. Par contre, au niveau de notre cerveau, il a une activité qui est presque similaire à celle de la phase en éveil. D'ailleurs, durant le sommeil paradoxal, on va plus facilement se souvenir des rêves que l'on fait durant cette phase. On rêve toute la nuit, mais les rêves dont on se souvient parfois le plus sont ceux qui viennent dans notre sommeil paradoxal. Si on doit schématiser, durant nos phases de sommeil lent, lent léger ou lent profond, notre cerveau est totalement calme, totalement au repos. Et dans notre phase de sommeil paradoxal, là, notre cerveau est vraiment en activité, comme vous le voyez sous les images ci-dessous. C'est important que notre sommeil, du coup, comporte ces cycles, comporte aussi ces phases à l'intérieur de ces cycles. Parfois, certaines altérations qu'on peut avoir, on va en parler juste après, peuvent impacter l'architecture de notre sommeil. Mais est-ce si grave de ne pas bien dormir ou de ne pas dormir suffisamment par rapport à ce qui nous convient? Ce qui se passe si le sommeil est altéré, c'est qu'on va avoir des conséquences négatives sur énormément de choses. Tout d'abord, et je pense que ce qui nous parle le plus, le maintien de la vigilance, c'est-à-dire des difficultés d'attention et aussi parfois de la somnolence dans la journée. Notre corps va aussi avoir du mal à maintenir notre température corporelle, il va aussi avoir du mal à reconstituer les stocks énergétiques, que ce soit au niveau des cellules musculaires mais aussi au niveau des cellules nerveuses. On va avoir une altération au niveau de la production des hormones, comme la production d'hormones de croissance, très important le sommeil chez les jeunes enfants, et aussi la production de la mélatonine, dont on parlera un petit peu plus juste après. On va aussi avoir des difficultés dans la régulation des fonctions comme la glycémie. Et c'est vrai qu'un des meilleurs conseils d'hygiène de vie pour une personne qui voudrait perdre du poids, ça va être de mieux dormir. Contre toute attente, c'est vraiment
très important et d'ailleurs plusieurs études qui ont pu prouver l'importance du sommeil dans notamment la régulation de la glycémie tout au long de la journée. On va aussi avoir des difficultés à éliminer nos toxines. Un mauvais sommeil va altérer notre système immunitaire et très souvent quand on est malade, une des choses les plus importantes est de se reposer et de beaucoup dormir. On va aussi avoir un impact sur la régulation de l'humeur et du stress. Et enfin, on va avoir un impact très important pour toutes les personnes qui sont en études, écoutez bien ça, sur tout ce qui va être mémorisation et apprentissage. Donc bien dormir est aussi efficace parfois si ce n'est plus que de réviser et de s'épuiser à réviser encore et toujours les mêmes choses. On ne va pas rentrer dans tout ce qui va être trouble du sommeil. Par contre, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire, je serai ravie de vous accompagner là-dessus. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, comment mieux dormir. Un super livre que je pourrais vous recommander avant d'aller plus loin, c'est le livre de Matthew Walker, Pourquoi nous dormons, qui va vraiment aborder énormément de choses par rapport au sommeil et répondre donc à cette question pourquoi nous dormons, parce que dormir est essentiel, vous l'avez vu, pour énormément de fonctions et c'est quelque chose que l'évolution a conservé, même si ça nous met, on est d'accord, dans une position extrêmement vulnérable. Il y a d'autres écrits depuis la sortie de ce livre, certains mythes aussi ont été un peu démystifiés, on va dire, ces derniers temps, mais ça reste un ouvrage extrêmement facile à lire et qui peut vous apporter beaucoup d'informations. La première pratique sur laquelle j'aimerais vous accompagner est en lien avec cette lecture, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître, d'apprendre aussi qu'est-ce qui pour nous est un bon sommeil, parce qu'on est toutes et tous différents, et de dire que 8 heures de sommeil c'est bon pour tout le monde, ce n'est pas juste. Certaines personnes vont avoir besoin de plus, d'autres vont avoir besoin de moins. Pour comprendre comment on dort, il y a différentes techniques. La première technique va être d'avoir un tracker, d'avoir quelque chose qui peut vous permettre, sur une expérimentation qui va durer peut-être quelques semaines, peut-être un mois, peut-être 2 mois, d'arriver à voir finalement à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous endormez, est-ce que vous avez des réveils pendant la nuit et surtout comment est-ce que vous analysez votre sommeil. Est-ce que vous vous levez en étant en forme? Est-ce que vous avez de la somnolence durant la journée? Est-ce que vous avez des sautes d'humeur? Est-ce que vous avez une fatigue très intense plutôt en fin de journée? Tout ça, en fait, va vous permettre d'un peu mieux comprendre finalement comment est-ce que vous dormez et peut-être ce dont vous avez besoin comme sommeil. Donc il existe des calendriers tout fait que vous pouvez télécharger sur le site de l'INSV où vous allez pouvoir noter toutes les informations dont on a parlé ici. Après, je trouve que c'est aussi intéressant de rester un peu sur nos ressentis. Donc voyez, vous, comment est-ce que le sommeil vous impacte? Un bon sommeil, comment est-ce que ça fait après? Et un mauvais sommeil, qu'est-ce que ça peut aussi changer dans votre journée? La deuxième chose très intéressante à savoir, à déterminer, même si souvent c'est un peu intuitif, c'est de savoir si on est plutôt du matin, plutôt du soir, totalement du matin ou totalement du soir. Le site, le réseau de Morphée, qui va vraiment vous accompagner, notamment pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, a des questionnaires qui sont très rapides à faire, qui sont en français. Vraiment, il y a aucun souci, qui sont faits très rapidement. Moi, personnellement, je l'ai fait pour découvrir si j'étais plutôt du matin ou plutôt du soir, je le savais. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous partager mon score. Et donc, en fait, vous allez répondre à certaines questions. Ça va surtout être, finalement, dans l'idéal. C'est-à-dire que si on n'avait pas de réveil, si on pouvait se réveiller à l'heure à laquelle on voulait, comment est-ce que ce serait? Et finalement, ça nous permet de voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et en fonction de ça aussi, ça va peut-être être un peu plus simple par la suite. On va parler des routines, finalement d'arranger la routine à ce qui nous convient à nous et pas à ce qu'on croit qu'il faut faire pour bien dormir. Petit point par rapport aux applications, vous savez qu'on peut avoir sur les montres. Si ça peut être très intéressant d'avoir un suivi, le problème c'est qu'elle ne tient pas compte de votre ressenti. Et là-dessus, il faut être vraiment très vigilant. Cela, elles peuvent induire un stress. C'est-à-dire que si vous voyez le matin que vous n'avez pas, que votre score de sommeil n'est pas aussi bon que ce que vous aimeriez, finalement, vous allez peut-être avoir une sensation de stress, de fatigue surtout, qui n'était pas là juste avant que vous voyez votre score. Et le soir, ça peut induire le stress au moment d'aller vous coucher, en vous disant « il faut que j'ai un bon score ». Autant ça peut être un outil pour vous guider plutôt finalement après avoir rempli vos ressentis, autant ça ne doit pas guider finalement toute votre éducation
à vous d'apprentissage sur le sommeil. La deuxième chose extrêmement importante, c'est de respecter un cycle circadien. Notre corps, il a un rythme naturel de 24 heures. Il est contrôlé par l'horloge interne de notre cerveau, si on veut schématiser. Et si on respecte bien ce rythme, on va permettre la sécrétion des différentes hormones et notamment la mélatonine qui va nous permettre de bien dormir, qui va être celle qui nous permet d'aller nous coucher. Pour que notre rythme circadien soit bien régulé, un seul mot d'ordre, aller un peu dans la nature. Ça va être donc très important de s'exposer à la lumière naturelle et non pas artificielle. C'est vrai qu'on a de plus en plus tendance à être dans des environnements très modifiés, très modernes et de plus en plus tendance à être coupé finalement de la nature. S'exposer à la lumière naturelle, ça peut être dès le matin. En fait, un bon sommeil se construit avec ce rythme dès notre réveil. Donc dès le matin, dès qu'on est réveillé, pas forcément trop traîner au lit. Je sais que ça peut être compliqué, mais si le réveil est compliqué, c'est peut-être que ce qui s'est passé avant n'a pas été assez réparateur. Dès qu'on arrive à se réveiller, c'est aller tranquillement s'exposer à la lumière du soleil. Là, je parle bien des personnes qui n'ont pas de rythme atypique. Toutes les personnes qui vont avoir des travails de nuit ou quoi, ça, si vous voulez, on pourra en parler dans une autre vidéo parce que clairement ces personnes-là vont parfois avoir besoin d'un accompagnement parce que finalement ce rythme est totalement déréglé. Donc s'exposer à la lumière du soleil, s'exposer à de la luminothérapie si vous n'avez pas l'occasion dès le réveil pour vous permettre de tout de suite donner l'information à votre cerveau qu'il est l'heure de commencer la journée. Même chose le soir. Le soir, ça va être important. Si on a le temps, si on veut aller voir le coucher du soleil, ça peut faire beaucoup de bien à la fois au moral et à la fois à notre cerveau. Et surtout, ça va être important de baisser la luminosité dans notre lieu de vie. Je vous dis pas de vivre comme un vampire et d'être dans le noir tout de suite, mais de baisser les lumières ou de mettre un éclairage un peu moins violent et un peu moins fort. On va bien sûr parler ici des écrans et essayer d'arrêter l'utilisation des écrans qui de toute façon sont assez stimulants, on le verra un petit peu plus loin, pour vraiment vous permettre de ne pas vous exposer à de la lumière artificielle qui va du coup retarder votre heure d'endormissement dans la plupart des cas. Pour ça, vous avez différentes astuces. Soit vous arrêtez du coup les écrans, soit vous placez les filtres qui permettent d'avoir, vous l'avez peut-être vu, une luminosité un peu plus jaune, un peu plus chaude sur les écrans. Sinon, vous avez aussi des lunettes qui vont bloquer cette lumière bleue à ne mettre du coup que le soir, pas besoin forcément d'en avoir toute la journée parce qu'on a quand même besoin d'être exposé à la lumière naturelle, mais le soir du coup on a besoin d'avoir cette protection si on ne peut pas faire autrement. Par rapport aux liseuses type Kindle, il semblerait qu'il n'y ait pas d'impact aussi important que par rapport aux ordinateurs. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez aussi choisir de baisser la luminosité tout simplement de tout votre informatique pour vous permettre d'être un peu moins stimulé visuellement à ce niveau-là et donc du coup d'induire à votre cerveau qu'il est temps tranquillement d'aller dormir. Et pour cela, rien ne vaut les routines. Donc une routine du coucher relaxante, ça va être une routine qui nous permet de nous préparer tranquillement à aller dormir. Donc pour cela, vous pouvez du coup baisser un petit peu les stimulations visuelles, auditives, sonores, mais aussi physiques. On le verra juste après, mais l'activité physique, c'est bien finalement de la garder plutôt pour l'après-midi, voire entre midi et 2, voire le matin, et moins finalement en soirée. Ça va être du coup important d'avoir une routine où vous pouvez manger avant d'aller dormir. Idéalement, peut-être si vous arrivez 2-3 heures avant. Pareil pour la boisson, ne pas boire juste avant d'aller vous coucher. Le problème, c'est que si on boit juste avant d'aller dormir, on va avoir envie de se lever pour aller uriner pendant la nuit et ça peut finalement poser problème par rapport à notre sommeil. Et 1 heure avant, essayez de ne pas être exposé aux écrans si on n'a pas le choix, de diminuer vraiment la luminosité et de partir sur des activités qui vont être plus relaxantes, peut-être de la lecture, peut-être juste écouter de la musique très calme, vraiment des choses qui vont tranquillement nous mettre dans une ambiance propice au sommeil. L'environnement va être très important et c'est idéal si on peut. Mais c'est pas toujours le cas et nous actuellement notre appartement est trop petit pour nous permettre ça, c'est d'avoir une chambre qui est uniquement dédiée au sommeil ou en tout cas d'essayer de vraiment délimiter pour avoir un lit qui est vraiment fait pour finalement inviter au sommeil. Ça veut aussi dire une chambre qui va avoir une température plutôt basse.
16, 18, aller jusqu'à 19 degrés Celsius, mais pas plus. Et ça va aussi vouloir dire une chambre la plus sombre possible. La 5e pratique va être de diminuer les excitants et si possible de les avoir bien en avant et pas juste avant d'aller dormir. Par excitant, j'entends le café, j'entends l'alcool et j'entends la nicotine, c'est-à-dire la cigarette. Souvent sur l'alcool, les personnes peuvent dire « moi, boire un petit verre avant d'aller dormir, ça m'aide à m'endormir plus vite ». Le problème, c'est que l'alcool va avoir une modification au niveau de l'architecture de votre sommeil. Tout ce dont on a parlé avant, sommeil lent, avec le sommeil lent léger, profond, paradoxal, toutes ces phases vont être modifiées et l'architecture même va être modifiée, ce qui va induire une récupération moins importante. Au niveau de la nicotine, au niveau du café, ça va être vraiment des excitants et on ne se rend pas compte, mais la durée de vie de la caféine est relativement importante. Certains individus sont un peu moins touchés que d'autres, donc là c'est un peu cas dépendant, mais par exemple le café à 20h, si vous pouvez changer ça, ce serait vraiment super pour vous si vous voyez que ça a un impact sur votre sommeil. Si vous dormez très bien, pourquoi pas. Mais ça va vraiment être important de limiter au maximum tous ces excitants et d'arrêter finalement en milieu d'après-midi si possible. On va partir sur la 6e pratique qui est de faire de l'activité physique. Et faire de l'activité physique peut être excitant. C'est-à-dire que si on fait de l'activité physique trop tard le soir, 19, 20h, 21h, et que ce soit plutôt intense, en fait ça va augmenter la température corporelle. Or, un peu comme votre chambre, la température corporelle a besoin d'être un petit peu plus basse pour vous permettre de bien dormir. Et il va falloir attendre finalement qu'elle baisse avant de pouvoir avoir un endormissement. Donc l'idéal c'est de privilégier le sport un petit peu plus tôt. Et vraiment il y a plein d'études qui prouvent que l'activité physique va vraiment avoir des effets positifs sur le sommeil. Par contre, il faut qu'elle regroupe plusieurs conditions pour que ce soit le cas. La première chose, que ce soit plutôt une activité d'endurance type vélo, marche, course à pied. Ensuite, au niveau de l'intensité, on va plutôt partir sur une intensité modérée et d'allure régulière. On est vraiment typiquement dans ce qui va être l'endurance. Au niveau de la pratique, l'idée c'est de pratiquer 3-4 fois par semaine, minimum une demi-heure et idéalement tous les jours. Ça peut se caler relativement facilement, même parfois une façon assez intéressante de rajouter de l'activité physique, c'est de changer son moyen de transport pour aller au travail ou de faire de l'activité physique entre midi et 2. Et idéalement, si l'activité physique est pratiquée en plein air, on fait d'une pierre deux coups, à la fois on bouge un petit peu son corps et à la fois on s'expose à la lumière naturelle. La 7e pratique, très importante, on en a parlé un petit peu juste avant, c'était de gérer son niveau de stress, donc de limiter au maximum tout ce qui va être trop stimulant pour partir dans des activités plus douces comme le yoga, comme la méditation, comme la relaxation, la sophrologie. Il y a tout un panel de techniques. Si vous voulez, on pourra rentrer un petit peu plus dans les bienfaits de chacune d'entre elles dans une autre vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, toutes ces pratiques peuvent être relativement simples à mettre en place. Je pense notamment à la respiration ou à de la méditation, de la relaxation. On ne peut ne pas avoir besoin de matériel, il y a plein d'applications qui peuvent être adaptées pour nous permettre de faire un petit peu de respiration avant d'aller dormir et ça nous permet de vraiment nous mettre dans une ambiance propice au sommeil où on gère un petit peu son niveau du stress. Le stress peut être lié à la journée, à l'anticipation de la journée suivante ou parfois le stress d'aller dormir. Le problème c'est que parfois quand le sommeil est problématique justement, on a tendance à être anxieux de pas bien dormir. Donc c'est vraiment important de gérer ce pan en fait d'anxiété qui peut être finalement accompagné par des pratiques relativement simples à mettre en place. Et la dernière pratique, la 8e, ça va être de consulter un professionnel de santé si vous avez des problématiques de sommeil importantes depuis plusieurs années ou même récentes. C'est important d'être accompagné parce que suivant vos troubles, vous n'allez pas forcément avoir le même accompagnement et c'est important aussi d'essayer de trouver des solutions non médicamenteuses en première intention pour essayer d'induire le sommeil le plus naturellement possible. Tout ce qu'on a vu là en termes d'hygiène de vie, c'est des choses que vous pouvez déjà commencer à mettre en place en attendant d'aller voir votre professionnel de santé, mais vraiment d'être accompagné, d'investiguer pour vraiment vous permettre de dormir le mieux possible.
J'ai été ravie de vous accompagner sur cette thématique aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Peut-être avez-vous appris des choses, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez aborder d'autres sujets de ce type. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Si j'en ai oublié, déjà, désolée, mais rappelez-moi et je serai ravie de vous les partager, les liens. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.